Il est difficile d'imaginer une époque où les gens ne comptaient pas sur leur smartphone pour, bien tout faire. Mais il n'y a pas si longtemps, l'idée d'un super ordinateur tactile dans la poche aurait été ridicule. Crois-le ou non, nous avions l'habitude de porter des poissons sur la tête pour soigner les maux de tête et d'inhaler des croûtes pour combattre les maladies. Alors range ton téléphone et prépare-toi à voir des signes étonnants qui montrent à quel point la science a progressé, à moins que tu ne regardes ceci sur ton téléphone, évidemment. L'alarme sonne. Penses-tu que tu serais capable de sortir du lit à l'heure, tous les jours, sans réveil? Non, moi non plus. Mais avant qu'il ne devienne facilement accessible dans les années 50, personne n'en possédait. Alors comment on se levait le matin? Eh bien en Grande-Bretagne, il y avait toute une profession qui se consacrait à faire sortir les gens du lit. Ces personnes appelées knocker-uppers étaient courantes le long du 19e siècle et au début du 20e siècle, et arpentaient les rues tous les matins avec de longs bâtons de bambou. Pour quelques centimes par semaine, ils tapaient sur les fenêtres des gens à une heure précise et les réveillaient. Un célèbre cogneur supérieur a même utilisé un lance-poids. Mais attends, qui réveillait les cogneurs du coup? Personne ne devait le faire, ils dormaient pendant la journée et se levaient naturellement vers 16 heures. Malheureusement pour eux, lorsque le réveil a fait son apparition dans les magasins au milieu du 20e siècle, ils se sont retrouvés au chômage. J'aime pas spécialement l'idée d'être réveillé par un étranger qui frappe à ma fenêtre, mais certaines des solutions proposées aujourd'hui sont encore pires. Cette machine miniature, appelée Clocky, te réveille en sursaut et émet des bips jusqu'à ce que tu sortes du lit, que tu la poursuives et que tu l'éteignes. Ou si tu es grincheux le matin comme moi, que tu la jettes par la fenêtre. Paye par magie. L'argent fait tellement partie intégrante de notre société qu'il est difficile d'imaginer vivre sans ce dernier. En fait, l'origine de l'argent remonte à au moins 40 000 ans. À l'époque, des groupes de chasseurs s'échangeaient des armes et des outils en silex. Plus tard, les gens ont commencé à attribuer une valeur à des objets naturels mais rares. En Afrique, en Europe, en Asie et en Australie, ils ont échangé des coquilles de coris. Ce n'est qu'il y a près de 5000 ans que la première pièce de monnaie en métal est apparue, le shekel mésopotamien. Aujourd'hui, l'argent liquide est en train de disparaître dans de nombreux pays, remplacé par des solutions numériques sans contact. Et si je te disais que bientôt tu pourrais payer sans rien utiliser d'autre que ta main ou ton poignet? Aussi incroyable que ça puisse paraître, cette technologie existe depuis des années et consiste à insérer sous ta peau, à l'aide d'une seringue, une minuscule puce de la taille d'un grain de riz qui permet d'effectuer des transactions sans contact. Jusqu'à récemment, elle n'avait été testée que dans des environnements fermés comme des bureaux. Mais aujourd'hui, l'entreprise polono-britannique Walletmore prévoit de mettre les puces sur le marché pour environ 230 $. Ce qui au final me semble être un prix remarquablement bas à payer pour devenir essentiellement un cyborg. L'entreprise affirme que ce système est totalement sûr et qu'il ne suit pas ta position ou tes informations personnelles. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en achèterais un ou cela te semble un peu trop pratique? Même si tu ne veux pas payer avec ta main, tu peux quand même l'utiliser pour appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. De cette façon, tu ne manqueras jamais aucun de mes nouveaux contenus extraordinaires. Bref, où est-ce qu'on en était? Rock bottom. S'il y a bien une chose que nous tenons pour acquise, c'est de pouvoir nous essuyer les fesses avec du papier toilette. Pourtant, le papier toilette n'était pas disponible partout avant que la Chine ne le fabrique pour la première fois au XIVe siècle. Et il n'a fait son apparition aux États-Unis qu'au XXe siècle. Qu'est-ce que les gens faisaient avant? Eh bien, après avoir lâché les 4 cavaliers de l'apocalypse sur leurs pauvres toilettes, les premiers Américains s'emparaient de tout ce qui était le plus proche pour se nettoyer. L'un des préférés, cependant, était un épi de maïs séché. Ouais. Espérons que personne n'ait mélangé son dîner. Plus loin dans l'histoire, les Grecs anciens préféraient se frotter les fesses avec des pierres ou des fragments de céramique. Certains morceaux de céramique ont même été retrouvés avec des noms de personnes. Les historiens pensent que les gens faisaient ça pour littéralement salir le nom de quelqu'un qu'ils n'aimaient pas. Imagine que tu entres chez quelqu'un et que tu découvres que son papier toilette est couvert de ton visage. Et il y aurait beaucoup de questions à se poser. La palme de l'instrument de la plomberie pour les fesses le plus dégoûtant qui soit revient cependant aux Romains de l'Antiquité. En plus d'avoir des toilettes communes qui n'offraient aucune intimité, ils partageaient aussi des éponges sur des bâtonnets. C'est vrai, ces chieurs fous choisissaient tous un bol d'éponge souillée pour se tamponner le derrière. D'accord, ils les plongeaient dans un seau d'eau salée ou de vinaigre entre chaque utilisation, mais je ne pense pas que cela passerait auprès des responsables de l'hygiène aujourd'hui. Heureusement, nous vivons maintenant dans la joie du papier hygiénique doux et propre. J'espère que mon visage n'est pas sur le tien. Mais bon, tu ne sauras jamais à quoi il ressemble, donc ça va. Rayons radicaux. Quand tu penses aux rayons X, tu imagines probablement de grosses machines dans les hôpitaux.
Et pourtant, après leur découverte et leur développement en 1895 par l'ingénieur et physicien allemand Wilhelm Röntgen, les machines à rayons radioactifs sont également devenues courantes dans les magasins de chaussures. Tu vois, pendant la Première Guerre mondiale, les rayons X n'étaient pas seulement utilisés pour examiner les blessures. L'armée américaine les utilisait également pour s'assurer que les bottes de soldats étaient à la bonne taille. Après la guerre, la technologie a été adaptée pour tenir dans un étrange appareil appelé fluoscope à chaussures. Et dans les années 1920, la Grande-Bretagne et les États-Unis utilisaient tous deux ces fantaisistes fluoroscopes. Ce nom peut sembler sortir d'Harry Potter, mais cette étrange armoire en bois utilisait la science et non la magie pour vérifier si tes chaussures t'allaient bien. Avant de s'engager dans un achat, les clients potentiels glissaient leurs pieds chaussés dans le fluoroscope. Puis en appuyant sur un interrupteur, des rayons X étaient diffusés par l'appareil, et l'image résultante apparaissait sur un écran. La nouveauté de voir l'intérieur de ton pied a rendu les fluoroscopes très populaires, et ils ont été un pilier des magasins de chaussures pendant des années. Comme nous le savons maintenant, une trop grande exposition aux rayons X peut causer de graves problèmes. Échanger des ampoules contre un empoisonnement en radiation et même un cancer ne semble pas être un bon compromis. Au fur et à mesure que l'on comprenait mieux les rayons X, les fluoroscopes ont été progressivement interdits dans tous les États-Unis. Cependant, en 1970, il y en avait encore 17 États qui les autorisaient. Je me tiendrai à sentir si mes chaussures me vont ou non, merci. Automobile. Bien que les voitures soient notre mode de transport préféré de nos jours, elles ne sont qu'une invention relativement récente. En 1886, l'ingénieur allemand Karl Benz a mis sur le marché la première version du véhicule. L'entreprise de Benz fusionnera plus tard avec un autre constructeur automobile allemand, Daimler, pour donner naissance à la marque emblématique Mercedes-Benz. Cependant, la toute première voiture était nettement moins puissante qu'une Mercedes moderne. Baptisée en 1986 Benz Patent Motorwagen, elle avait 3 roues, était alimentée par de l'essence légère et de l'eau, et atteignait une vitesse de pointe de 10 miles par heure, soit 16 km/h. Compare ça à la voiture la plus rapide du monde aujourd'hui, la Bugatti Chiron qui en 2019 a atteint la vitesse fulgurante de 304 miles par heure, soit quasiment 500 km/h. Et la voiture OG de Benz ressemble maintenant à un jouet. La vitesse n'est pas la seule avancée impressionnante pour les voitures. Lors d'un récent essai dans la ville britannique de Cambridge, 3 navettes automatiques ont fait un tour sans conducteur. Ces véhicules fous utilisent un ensemble de capteurs, de scanners laser et de caméras pour établir une carte 3D de l'environnement qui leur permet de manœuvrer seuls, sans accident. Bien qu'il faille encore du temps avant que les voitures autoconduites ne soient autorisées à circuler sur les routes, l'avenir pourrait bien arriver plus tôt que tu ne le penses, voilà qui donne matière à réflexion. Bien jaune, bien propre. Tu es censé laver tes nouveaux vêtements avant de les porter pour la première fois, mais tu les portes quand même directement, n'est-ce pas? Si tu avais vécu au Moyen-Âge, tu aurais agi différemment. En effet, à l'époque, les fabricants de vêtements baignaient leurs tissus dans de l'urine éventée. Ouais, tu as bien entendu. L'urine, après avoir été laissée pendant une semaine ou deux, se décompose et produit un gaz piquant appelé ammoniac. Bien qu'elle sente les toilettes publiques, cette substance est en fait un produit de nettoyage incroyablement efficace. Dans l'Angleterre médiévale, les drapiers filaient la laine pour en faire du tissu, mais elles se retrouvaient au départ avec un matériau gras et inutilisable. Leur solution ? Faire du porte-à-porte sans vergogne en demandant autant d'urine que les occupants pouvaient en fournir. Bon, je me plaindrai plus jamais du travail. À la fin de cette journée désastreuse, la masse d'urine était déversée dans de grandes marmites et laissée jusqu'à ce qu'elle devienne infecte. Puis une fois prête, la laine tissée sale était plongée dans les pots de pisse. Enfin, le foulon avait pour tâche de se tenir debout dans ce désordre puant imbibé de pisse et de marcher pieds nus de haut en bas dans un processus dégoûtant qui durait souvent toute la journée. L'ammoniac pénétrait dans le tissu, le dégraissait et dégageait une odeur rance. Ouais. Les Britanniques ne sont pas les seuls à utiliser la pisse pour se nettoyer. Dans la Rome antique, les gens utilisaient l'urine pour blanchir leurs vêtements et, attends un peu, leurs dents aussi. Ah ouais. Heureusement, grâce aux merveilles de la science moderne, nous produisons de l'ammoniac dans des usines spéciales qui utilisent maintenant du gaz naturel, ce qui nous évite d'avoir recours aux déchets corporels. Toutes ces célébrités aux dents blanches et brillantes ne se riraient pas autant si elles devaient, tu sais, les obtenir à l'ancienne. Caméra de l'espace. L'espace nous fascine depuis la nuit des temps. Il n'est donc pas surprenant que lorsque le premier appareil photo largement disponible a été inventé en 1839, son inventeur, le français Louis Daguerre, s'est empressé de prendre une photo de la Lune. Malheureusement, cette photo hystérique a été perdue lorsque le laboratoire de Daguerre a brûlé plus tard dans l'année. Mais nous avons cette photo, prise en 1840, par John William Draper, la plus ancienne image de la Lune existante.
150 ans plus tard, la NASA a lancé le télescope spatial Hubble en 1990, qui a changé à jamais la photographie spatiale. Au lieu de dépendre des images prises depuis la Terre, nous pouvions désormais prendre des photos depuis l'espace lui-même. En 1994, la Faint Object Camera de l'Agence spatiale européenne a pris cette image de Pluton depuis le télescope spatial Hubble. Ce n'est pas très impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que même si Hubble était plus proche de Pluton que ne l'est la Terre, la planète naine se trouve encore à 2,7 milliards de kilomètres. Par conséquent, le fait d'avoir capturé quoi que ce soit d'elle est déjà un exploit en soi. Ce qui rend cette photo de Pluton, prise 11 ans plus tard, en 2015, d'autant plus incroyable. La photo a été prise par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA, lancé en 2006 qui, après 9 longues années de voyage, s'est approché à 7800 miles de la surface de Pluton, soit 346 000 fois plus près que Hubble. Les propulseurs appropriés n'avaient pas été mis au point au moment du lancement de Hubble, alors qu'en 2006, la technologie avait suffisamment progressé pour équiper New Horizons de 16 propulseurs, ce qui lui a permis de voyager beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Sachant cela, la différence entre les deux images est assez compréhensible. Mec, ça met vraiment la honte à mon profil Insta. Zappy Happy. Si tu as mal à la tête, quelques comprimés suffisent généralement à calmer la douleur. Cependant, les analgésiques comme le paracétamol et l'ibuprofène n'étaient pas disponibles avant les années 1950 et 1960. Dans l'Antiquité, sans la médecine moderne, les médecins se tournaient vers des solutions plus choquantes. Le médecin romain de l'Antiquité, Scribonius Largus, recommandait l'utilisation d'un poisson torpille noir électrique pour soigner les symptômes d'un mal de tête. Après avoir placé l'animal aquatique sur la tête de la personne souffrante, il commençait à la zapper avec jusqu'à 50 volts d'électricité à la fois. Et ça fonctionnait en quelque sorte. L'électricité n'était pas assez forte pour causer des dommages et elle engourdissait même la douleur. Le seul inconvénient, c'était de devoir, tu sais, porter un chapeau vivant et mouillé qui t'électrocutait. Heureusement pour nous, cette pratique est aussi morte que le bon vieux Scribonius. Des scientifiques étudiant ce phénomène au City College de New York ont fixé des électrodes sur la tête de personnes souffrant de migraines et leur ont envoyé de légères décharges électriques. Après des séances répétées, ils ont constaté que la durée et l'intensité de leur migraine étaient réduites de près de 40%. Nous ne savons pas exactement comment cela fonctionne, mais il est possible que l'électricité libère des neurotransmetteurs dans le cerveau qui soulagent la douleur. Et si tu veux l'essayer toi-même, pas besoin d'apprendre à pêcher. Tu peux acheter des bandeaux chargés d'électricité dès maintenant, à condition d'avoir à peu près 300 balles à dépenser. Ouais, je vais probablement m'en tenir au paracétamol, moi. Aspirateur de véhicule. Passer l'aspirateur, c'est chiant, n'est-ce pas? Mais le prédécesseur de l'aspirateur n'aspirait pas du tout, il soufflait. En 1901, l'ingénieur britannique Hubert Cecil Booth a assisté à une démonstration d'une machine à souffler la poussière censée nettoyer les tapis des wagons de train. Tout ce qu'elle semblait faire, c'était projeter la poussière ailleurs. Convaincu à juste titre que l'aspiration serait de loin supérieure, Booth conçut le premier aspirateur de l'histoire. Surnommé le Puffing Billy, l'aspirateur était si énorme qu'il devait être tiré par des chevaux. Moyennement paiement, l'aspirateur arrivait devant ta maison, puis de longs tuyaux passaient par tes fenêtres. Une fois la machine mise en marche, un moteur à essence aspirait l'air et la saleté de l'intérieur de la maison par les tuyaux. La saleté était ensuite filtrée dans une chambre en verre transparente utilisée sur le côté de la machine. Les habitants de l'extérieur s'émerveillaient souvent de la quantité de saleté collectée. Mais louer un Puffing Billy ne serait-ce qu'une fois coûtait 20 livres sterling, soit l'équivalent d'un salaire annuel d'une jeune femme de chambre, et l'équivalent de plus de 3000 € actuels. Bien qu'au départ, il s'agissait d'un luxe que seule l'élite pouvait s'offrir, au fil du temps, les aspirateurs sont devenus beaucoup moins chers et beaucoup plus petits. Cependant, bien qu'il fonctionne maintenant à l'électricité, l'aspirateur moderne suit toujours les mêmes principes de conception que le Puffing Billy original de Booth. Je parie qu'il était content de ne pas avoir laissé cette idée prendre la poussière. Le clonage. Pour moi, le clonage semble encore être le genre de chose qui n'existe que dans des films de science-fiction. Mais incroyablement, ça se produit dans la vraie vie depuis plus de 100 ans. En 1902, le scientifique allemand Hans Driesch a créé le premier clone en divisant un embryon de salamandre en deux et en faisant pousser une paire de lézards identiques. Depuis, toutes sortes d'animaux différents ont été clonés avec succès, mais aucun n'a été aussi fou que ce qu'il s'est passé le 30 juillet 2003. Dans une démarche semblable à celle de Jurassic Park, des scientifiques espagnols ont ramené à la vie une espèce éteinte de chèvre sauvage. Le bouquetin des Pyrénées s'est éteint en 2000, mais des échantillons congelés de sa peau sont restés dans des laboratoires.
En prélevant l'ADN de cette peau et en l'insérant dans les embryons de chèvres domestiques vivantes, les scientifiques ont réussi à mettre une chèvre enceinte, qui a donné naissance au bouquetin. Malheureusement, le nouveau-né est décédé à cause de problèmes respiratoires. Néanmoins, cela prouve que des animaux disparus peuvent être ressuscités, ce qui est franchement époustouflant. Mais ne t'inquiète pas trop à l'idée d'un Jurassic Park dans le monde réel. Tu as besoin d'une mère porteuse très similaire à l'espèce disparue pour que le processus fonctionne. Un bouquetin est une sorte de chèvre et il y a encore des problèmes. Ce qui se rapproche le plus d'un T-Rex, c'est un poulet. Donc ce serait un très gros œuf. Si par contre tu veux que ton animal de compagnie soit cloné, t'as de la chance, la société Viagen Pets basée au Texas clonera ton chat pour 25 000 $ et ton chien pour 50 000 $. Et ce n'est pas la seule entreprise à proposer ce service insensé. Qu'est-ce que t'en penses? Clonerais-tu un jour l'un de tes animaux de compagnie ou les humains sont-ils allés trop loin dans le rôle de Dieu? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires ci-dessous. Une montre pas si intelligente. Aujourd'hui, une montre fait souvent bien plus que de donner l'heure. Les montres intelligentes peuvent te donner la météo, ton pouls et même fonctionner comme des téléphones. Cependant, le concept de montre intelligente a été commercialisé pour la première fois en 1984. L'ordinateur de poignet Seiko UC2000 ressemble à une sorte de super arme montée sur le poignet, mais sa fonctionnalité réelle était un peu moins tape à l'œil. Pour près de 800 $ d'aujourd'hui, tu pouvais t'offrir un appareil qui non seulement te donnait l'heure, mais te permettait aussi de faire ta liste de courses. Ouais, c'est vrai, la montre elle-même était encombrante, mais elle faisait le travail avec des réglages de base pour l'heure, le chronomètre et l'alarme. Cependant, en la connectant au clavier UC2100, tu débloquais toute une série d'options. D'accord, j'ai un peu menti, il te permettait essentiellement de taper des notes et d'utiliser une calculatrice. Mais attends, il y a plus. L'extension ultime, le UC2200, transformait la montre en mini-ordinateur. Tu pouvais jouer à des jeux simples, faire un peu de codage et même imprimer ton travail à l'aide de l'imprimante thermique intégrée. Cependant, l'imprimante épuisait rapidement le système alimenté par la batterie et ne pouvait imprimer que des feuilles de papier de la taille d'un reçu. Ça vaut donc probablement pas la peine de l'utiliser pour écrire ton prochain roman. Près de 40 ans après la Seiko UC2000, les montres compactes à écran tactile avec un gazillon d'utilisation dominent le marché. Bien sûr, elles sont beaucoup plus puissantes, mais elles n'existeraient peut-être même pas s'il n'y avait pas eu ce vieux tank. Des toilettes terribles. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais pour moi, avoir des toilettes va de soi, car elles n'ont pas toujours été les trônes de porcelaine propre avec chasse d'eau sur lesquels nous sommes perchés aujourd'hui. Dans l'Europe médiévale, les occupants des châteaux utilisaient des pièces appelées garde-robes pour faire leurs petites affaires. Et elles étaient petites, faisaient saillie sur les murs du château et étaient dotées d'un trou à crotte qui descendait le long du château et terminait soit dans une fosse, soit dans les douves. Sans système de plomberie, c'était le travail peu enviable de ce que l'on appelait les farmer gong, de déterrer la saleté nauséabonde du fond et de l'emporter loin du château. En fait, les garde-robes sentaient tellement mauvais que les gens y entreposaient leurs vêtements, car l'odeur piquante éloignait les mythes dévoreuses de matériaux. Et c'est donc de là que vient les mots garder et robe pour garde-robe. Heureusement, les toilettes modernes ne sentent pas aussi mauvais grâce au développement des systèmes d'égout. Aujourd'hui, les déchets sont évacués par ton évier et par la cuvette de tes toilettes, et sont envoyés sous terre par des drains et des égouts. De là, ils sont acheminés vers des stations d'épuration, où les solides sont séparés des liquides et collectés pour servir d'engrais. Le liquide restant passe par des bactéries mangeuses de déchets, et enfin l'eau propre est renvoyée dans nos rivières et dans nos mers. Ouais, si seulement ton nettoyage était aussi minutieux. Prophétiser la grossesse. Les tests de grossesse jetables sont non seulement incroyablement utiles, mais aussi bon marché, fiables et courants dans le monde entier. Et si je te disais que ces petites choses en plastique sur lesquelles des femmes font pipi remplacent les souris? Lorsqu'une femme est enceinte, son urine contient une hormone de reproduction appelée gonadotrophine chorionique humaine, ou HCG, que le test de grossesse moderne détecte. En 1927, ce n'était qu'une théorie, jusqu'à ce que les gynécologues allemands Selma Rafsheim et Bernard Zondek injectent de l'urine de femme à des souris femelles immatures. Et ils ont découvert que si la femme était enceinte, l'hormone contenue dans l'urine provoquait une réaction reproductrice chez la souris, rendue visible par un point de sang sur les ovaires du rongeur. En vérifiant la présence de ce sang, ils pouvaient dire avec certitude si une personne était enceinte ou non. La procédure était indéniablement cruelle pour les pauvres souris, mais elle a au moins ouvert la voie à la méthode plus éthique que nous utilisons aujourd'hui. Les tests de grossesse n'ont pas toujours été aussi scientifiques. Il y a quelques centaines d'années, au XVIe siècle, les prophètes de la pisse étaient un moyen courant de savoir si vous étiez enceinte.
Les femmes venaient voir ces personnages mystiques et leur donnaient des échantillons de leur urine, que le prophète inspectait. S'il prétendait voir de minuscules créatures vivantes dans le liquide, la femme était annoncée enceinte. Le prophète de la pisse pouvait aussi tester si l'urine faisait rouiller un clou ou changer la couleur d'une feuille. Sans surprise, il n'y avait aucune preuve scientifique pour étayer tout cela. Mesdames, si vous avez déjà vu des petits hommes se pavaner dans votre urine, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, s'il vous plaît, appelez un médecin. La folie du mercure. Depuis des milliers d'années, les humains sont fascinés par le liquide métallique argenté connu sous le nom de mercure. Dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, Qin Shi Huang, premier empereur de la dynastie chinoise des Qin, était obsédé par cette substance. Il croyait qu'il était magique et avalait des pilules de mercure pour atteindre la vie éternelle. Ironiquement, ce sont ces pilules qui ont causé sa perte. Le mercure est incroyablement toxique pour l'homme et peut provoquer des insomnies, des pertes de mémoire, des maux de tête et bien pire encore. Et pourtant, pendant des centaines d'années, ce produit chimique mortel a été utilisé comme remède. Un médicament incroyablement populaire appelé calomel a pris d'assaut le monde occidental entre le XVIIe et le début du XXe siècle et était administré aux personnes souffrant de toutes sortes de maladies. L'un de ses principaux composants était, tu l'as deviné, le mercure. L'ingestion de cette poudre blanche faisait baver, vomir et aller souvent aux toilettes, ce qui était considéré comme une purge du corps de mauvais fluides. Des doses énormes de ce poison étaient prescrites et les gens continuent à les avaler sans se douter qu'ils présentaient les symptômes d'un empoisonnement au mercure. Dans les années 1700, le calomel a même été commercialisé comme médicament pour les poussées dentaires des enfants, sous le nom de Dr Moffat Ticina Powder. Aussi fou que cela puisse paraître, il nous a fallu attendre les années 1950 pour nous rendre compte de la dangerosité de cette substance brillante qui figure aujourd'hui dans le top 10 des produits chimiques les plus préoccupants pour la santé établis par l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, la vapeur de mercure est toujours utilisée dans les lampadaires, les lampes fluorescentes et les panneaux publicitaires. Elle aide des ampoules à fonctionner plus efficacement et est utilisée avec une telle parcimonie qu'en cas de casse, elle ne causera aucun dommage. Mais ce n'est pas une raison pour vandaliser tous les lampadaires que tu croiseras. Vaccination ignoble. Ces derniers temps, nous sommes devenus très familiers avec le concept des vaccinations. Où sont passés les vaccins du Covid-19 ? En introduisant dans notre corps une forme affaiblie d'un virus, nous sommes en mesure de combattre la maladie, et ce faisant, d'acquérir des anticorps qui nous protègent contre elle à l'avenir. Les vaccinations sont peut-être un processus clinique et hygiénique aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le premier cas connu de vaccination remonte à la Chine au XIe siècle, et les choses n'allaient pas bien du tout. La variole sévissait dans le pays, propageant fièvre et éruptions cutanées et s'avérait souvent mortelle. Les gens étaient donc prêts à faire n'importe quoi pour ne pas l'attraper. Le plus souvent, on arrachait les croûtes des malades et on les recueillait avant de les réduire en une fine poudre. Celle-ci était ensuite soufflée dans un long tube et dans le nez du receveur, qui inhalait la poussière malade. Et ce n'est pas le pire. Une autre solution consistait à faire une petite entaille sur la peau d'une personne saine et d'y insérer soit de la croûte en poudre, soit le pus d'une pustule de variole. Bien que cela soit absolument révoltant, dans la plupart des cas, les gens développaient une résistance à la maladie. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, le médecin anglais Edward Jenner a fait les premiers pas vers la modernisation de la procédure. Il a injecté, de façon plutôt risquée, la variole de la vache à un jeune garçon, et a ensuite constaté que ce dernier était immunisé contre la variole humaine plus mortelle. Jenner a inventé le terme de vaccination à partir du latin vacca, qui signifie vache. Puis, près de 100 ans plus tard, le scientifique français Louis Pasteur a réalisé les premières vraies vaccinations en injectant des versions affaiblies de bactéries dangereuses à des os de sein. Il a rendu hommage aux découvertes de Jenner en gardant le même nom. Mais même si tu détestes les aiguilles, tu dois admettre que c'est mieux que de sniffer des croûtes malades dans ton nez. Et ouais, lequel de ces exemples t'a permis d'apprécier le progrès de la science ? Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me le faire savoir, j'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.